Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, nouvelle vidéo et dire un mot donc de l'AS Monaco. En ce lundi, on est obligé de revenir sur leur prestation convaincante d'hier soir, mais aussi pour y tirer quelques enseignements sur leur trajectoire récente, la progression de cette équipe sous la houlette de Niko Kovač, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors, pour revenir sur la rencontre d'hier soir, déjà, le succès convaincant au Parc des Princes, 0-2, c'est la première fois depuis 2011-2012 qu'une équipe prend 6 points contre le PSG sur l'ensemble de la saison, 2 matchs de victoire. La dernière fois, c'était Nancy, en 2011-2012 donc. Hier soir, ce qui est ressorti de ce match, c'est bien plus que le résultat, la manière, l'approche tactique et le pari réussi de Niko Kovač. Alors, en quoi a-t-il consisté? Bon, déjà, on va dire une organisation défensive vraiment à toute épreuve, un bloc très compact sur la largeur, qui était très dense sur la largeur et qui a empêché de combiner à l'intérieur du jeu, et qui a apporté beaucoup de cette densité à l'intérieur, mais aussi côté ballon. Voilà, globalement, on asphyxiait un petit peu le porteur et les solutions potentielles du porteur. Ça s'est matérialisé sous la forme de créateurs de milieu, en tout cas à vocation créatrice, qui étaient un petit peu gênés, parfois même harcelés, à l'image d'un Paredes considérablement gêné par la perte Tchouaméni-Fofana, mais aussi parce que leurs solutions étaient bouchées. Moi, ce qui m'a peut-être encore plus interpellé que le pressing réussi sur les milieux créateurs, les milieux organisateurs, c'était le fait qu'ils dispose de très peu de solutions pour trouver des relais, pour faire progresser le jeu. Ça a pris d'autres formes aussi, on va dire la prise à deux sur Kylian Mbappé, qui a été assez largement évoquée à l'antenne, mais la prise à deux d'Issazi Aguilar, un travail de haute facture à la fois sur le plan de l'intensité physique, mais aussi de la concentration. On l'a bien entendu dans la prise de parole de Ruben Aguilar à la mi-temps, au micro. Il était épuisé, mais il soulignait la difficulté de cette tâche du point de vue mental, la concentration que ça exigeait d'être positionné dans la bonne zone, de faire attention au placement d'Issazi pour combler cette zone. Kovač en avait fait une des pierres fondamentales de son plan de jeu, il l'a évoqué en interview d'après-match, il voulait delete Mbappé, il voulait supprimer Mbappé, l'effacer de cette rencontre. Évidemment, on a vu en milieu de semaine qu'il était le danger fondamental du Paris Saint-Germain, et du coup, son approche a été très bien réussie de ce point de vue-là. 75% de possession pour le Paris Saint-Germain, et ça c'est toutes les touches de balle de Kylian Mbappé, 69 quand même, donc il n'a pas été sevré de ballon, il n'a pas été privé de ballon, mais il a été contraint de les toucher dans des zones assez excentrées, globalement beaucoup le long de la ligne de touche, ou en tout cas dans le demi-espace gauche. Pour Monaco, on aurait sans doute aimé voir un petit peu mieux sur l'utilisation du ballon à la récupération, pas mal de transitions mal négociées, d'espace pas assez bien convertis. Je pense qu'il y a eu plusieurs contres où le porteur du ballon, en levant la tête, aurait vu des partenaires mieux placés, avec peut-être un petit peu plus de courage ou d'ambition avec ballon, aurait pu trouver des espaces, comme on l'a évoqué, donc à convertir. Mais je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même deux facteurs qui permettent de nuancer cette contre-analyse finalement, de dire que Monaco avec ballon n'a pas été si séduisant que ça. Le fait que physiquement, la débauche d'énergie qui a été réalisée sans ballon était forte et a limité peut-être l'ambition que pouvaient avoir les Monégasques avec ballon. Ça c'est un point, j'en ajouterai peut-être un second, peut-être encore plus déterminant, c'est l'effet du score, tout simplement, en menant au score au bout de 6 minutes de jeu sur sa toute première incursion, qui d'ailleurs pour le coup a été parfaitement négociée. Et la réalité c'est que Monaco avait moins besoin d'être productif avec ballon, avait moins besoin de compromettre la structure et son approche défensive pour aller jouer des coups. Et finalement, je pense qu'il y avait beaucoup dans leur état d'esprit l'idée d'attaquer en déformant le moins possible leur structure défensive pour être le moins vulnérable possible sur des contre-attaques. Voilà, ça c'était l'approche et c'est assez lié à ce qu'on appelle le score effect, l'effet du score, le fait d'avoir mené au jeu dès la 6e minute. Donc voilà ce que je voulais dire en gros sur l'analyse tactique de cette rencontre. Une autre chose qui m'a marqué, une autre chose que j'ai trouvé particulièrement flagrante et qu'on entendait bien, qu'on voyait bien aussi grâce à l'absence de public, c'est un Niko Kovač vraiment très vocal qui en gros jouait lui son propre match, qui s'il avait pu aurait replacé manuellement tous ses joueurs, donnait beaucoup d'indications et de consignes courtes, extrêmement loquaces et vocales, replacer constamment ses joueurs, leur indiquer les mettre à faire vers l'avant ou vers l'arrière, et voilà, donner beaucoup de consignes. Qu'est-ce que ça signifie? Il savait exactement ce qu'il voulait de chaque joueur, et à partir du moment où l'entraîneur a la conviction totale et la connaissance parfaite de ce qu'il désire, à partir du moment où il est capable de le transmettre à ses joueurs,
forcément ça fait beaucoup de choses, et hier, voilà, si on l'a autant entendu, c'est parce que le succès était totalement bâti dans sa tête. Pour moi, il était l'homme du match hier soir, même si on a eu d'autres éléments qui ont brillé. Il était le véritable homme du match, et il est à la base de la transformation monégasque cette saison. Ça mérite une seconde partie. Alors on y arrive du coup, comment est-ce que Kovac a transformé Monaco? Quelles sont les qualités de Niko Kovac en tant qu'entraîneur qui lui permettent de tirer le meilleur de cet effectif? Et alors ici, c'est intéressant parce que je dirais qu'on a deux choses qui peuvent sembler relativement antithétiques, qui pourtant constituent pour moi le cocktail parfait de l'entraîneur moderne en 2021. C'est à la fois un très très haut niveau de proximité avec ses joueurs, d'affection. On l'a senti à la sortie de Sofiane Diop par exemple, dont il a fait un de ses lieutenants qui pourtant n'a seulement que 20 ans d'âge, une grande proximité avec ses éléments, et en même temps une forte discipline, un haut niveau de rigueur, le combo chaleur humaine plus discipline, le combo proximité plus rigueur, c'est à la fois ce qui permet à l'entraîneur moderne de réussir en 2021, pour tout un tas de raisons. Je pense que c'est la valeur absolue qui convient en 2021, c'est aussi quelque chose qui se marie très bien à l'effectif dont il dispose à Monaco, qui est un effectif avec beaucoup de joueurs qui ont besoin de progresser. C'est à la fois des jeunes joueurs, d'autres moins jeunes, mais globalement on a une matière brute avec laquelle travailler, et pour exploiter le maximum de cette matière, pour la faire grandir, ce combo est parfait. Je pense que les jeunes dans le foot d'aujourd'hui, des jeunes qui sont habitués à voir très tôt un haut statut, qui par exemple évolue très tôt en sélection nationale de jeunes, qui évolue de plus en plus tôt au haut niveau d'élite, des débuts en Ligue 1 à 17 ans, il y en a régulièrement, et même pour tout un tas d'autres raisons, peut-être transformation sociétale, etc. Le parti pris de la discipline sans la proximité, le parti pris du rapport hiérarchique, autoritaire, ça a beaucoup plus de mal à fonctionner. Pour autant, on a des jeunes qui sont extrêmement ambitieux avec leur propre carrière, qui veulent grandir le plus possible, qui sont demandeurs de conseils pour progresser, mais qui veulent généralement le faire dans un cadre bienveillant, un petit peu protecteur de tout ce que je vois de Niko Kovac sur le terrain, en dehors. Il est l'incarnation parfaite de ce profil type. Ça a sans doute beaucoup moins bien fonctionné au Bayern, parce que là on est dans un tout autre cadre, où son niveau de légitimité pour incarner à la fois ce côté proximité plus discipline, affection plus rigueur, sa légitimité était quand même nettement moins forte, dans un vestiaire qui était différent, dans la gestion de stars c'est différent, mais pour un contexte comme celui de l'AS Monaco, pour un contexte moderne où les joueurs cherchent à évoluer, à progresser, je pense qu'il est parfaitement adapté. Et la réalité c'est qu'on le voit, c'est pas seulement moi qui le dis, on le voit dans les courbes et dans les trajectoires de joueurs comme Fofana, comme Tchouaméni, cette paire au milieu qui est autant une réussite tactique qu'une réussite, une double réussite individuelle. On a aussi Sofiane Diop, un de mes joueurs préférés cette saison, parti pour ne pas être conservé à la base. Aujourd'hui, le joueur de Monaco avec le plus d'apparitions en Ligue 1, 26 sur les 26 journées. Il a joué tous les matchs de Ligue 1 de Monaco. C'est le 3e meilleur buteur aussi. Caio Henrique, une révélation, sans doute le meilleur latéral gauche de Ligue 1 en 2021, même en 2020-2021. En tout cas sur ses qualités offensives, on va dire. Parlons de Maripane aussi, 26 ans, moins jeune, à son plus haut niveau. Pourtant cette saison, 5 buts cette saison, le 4e meilleur buteur de Monaco en Ligue 1 derrière Ben Yedder, Volland et donc Diop. Donc on a toutes ces courbes de progression au niveau individuel. Je pense qu'on peut d'ailleurs y ajouter une autre trajectoire, c'est celle de Niko Kovac lui-même, qui est aussi un entraîneur jeune, qui est aussi continuellement en train d'apprendre, et qui, je dirais, a progressé peut-être dans sa capacité à élaborer des plans de jeu spécifiques et ponctuels pour certaines rencontres, qui a peut-être dépassé son primo-idéalisme, ou en tout cas sa philosophie de jeu générale, pour les complémenter avec des plans de jeu spécifiques. Je pense que l'histoire de cette saison en Ligue 1, c'est sa capacité à mettre un petit peu d'eau dans son vin, à partir de son approche très intensive en pressing, avec un bloc très très haut sur le terrain, une approche très énergivore et très agressive offensive. Partir de ça pour la complémenter, pour apporter quelques retouches ponctuelles, partir de cette approche qui lui avait coûté très cher contre Lyon finalement, contre un Lyon qui n'était pas au top de sa forme et qui pourtant avait su profiter des largesses défensives monégasques, de l'espace à aller exploiter dans le dos de cette équipe pour s'imposer. Depuis, il y a eu des ajustements. Alors il y a toujours une certaine forme d'idéalisme, ou en tout cas il y a toujours un plan A fort, il y a toujours des principes forts, et heureusement.
Il y a toujours aussi de grosses lacunes, et ça on va l'évoquer dans une seconde partie ou une troisième partie, mais il y a de plus en plus, comme on l'a vu hier soir, des adaptations, des réflexions optimisées et des batailles tactiques remportées. Donc comment est-ce que Niko Kovac a transformé Monaco? Sans doute en étant un entraîneur assez complet. Voilà, Niko Kovac joue un petit peu sur tous les tableaux, bénéficie aussi du fait d'avoir un effectif talentueux, ça c'est la première chose, mais aussi malléable, avec des joueurs qui demandent à progresser, qui ont finalement un faible niveau de statut. C'est une belle recette, et visiblement ça fonctionne très bien. Alors du coup, à l'heure du bilan, Monaco est 4ème à 1 point du PSG, qui l'a battu 2 fois cette saison, comme on l'a dit. Monaco 4ème à 1 point du PSG, 6 points de Lille, 3 points ou 4 points de l'OL, mais 12 points d'avance sur la 5ème place, Lens, alors avec Rennes un match en retard qui pourrait revenir à 11 points, mais globalement Monaco est en très très bonne posture. Niko Kovac continue et persiste sur l'idée que pour lui l'objectif c'est véritablement d'assurer cette 4ème place, d'assurer une position européenne, et peut-être dans les toutes dernières journées d'aller chercher un petit peu plus haut. On peut imaginer que c'est un discours qui dissimule une ambition encore plus féroce. La réalité c'est qu'en 2021, personne n'a pris plus de points que Monaco, 25 sur 27 possibles, c'est 3 unités devant Lille, 22, 6 sur le PSG et Lyon qui en ont 19, et il y a encore de la réserve derrière avec un effectif vaste, un banc fourni où peuvent sortir plusieurs jokers, Jovetic, Golovin, Crépin Diatta, peuvent faire grimper encore d'un cran la production monégasque en cours de match. En tout cas, voilà, il y a une marge de progression à aller chercher encore. Maintenant, ça n'empêche pas de formuler quelques points de réserve, et ils sont tout de même significatifs. En 2021, comme depuis le début de saison, alors même si on prend la bonne période entre guillemets, Monaco est tout de même la pire défense du top 8. Monaco a encore de grosses lacunes derrière. Alors le plan de jeu très bien adapté contre le PSG pourrait indiquer le contraire, mais la réalité c'est que contre Nîmes tu prends 3 buts. Benjamin Lecomte garantit assez peu de choses dans ses buts. La deuxième réserve, c'est que prendre la prestation d'hier soir et l'utiliser pour s'enflammer, c'est sans doute pas une bonne idée, en sachant que le plan qui a été choisi contre le PSG est intrinsèquement non reconductible. Je vois très peu d'adversaires contre lesquels tu pourrais mettre en place une approche similaire. Et puis enfin, ma dernière réserve, qui elle aussi est importante, c'est qu'avec Monaco, on a sans doute un groupe dont le niveau de maturité n'est pas encore extrêmement fort et qui fonctionne beaucoup par période et par séquence. Alors là, ça se passe très bien depuis une dizaine ou une douzaine de matchs, mais la dernière fois que Monaco a perdu, Monaco a perdu 3 fois de suite. Donc attention aux trous d'air et attention aux conséquences d'une potentielle déconcentration, d'une sortie du cadre mental. Un groupe qui repose beaucoup sur la force de persuasion de son entraîneur, c'est aussi un groupe qui, le moment venu, peut peut-être avoir un petit peu moins de ressources internes pour résister à la chute, et notamment qu'on a un groupe, on va dire, du point de vue simplement de l'âge, encore un petit peu immature du côté de Monaco. C'est tous les points de réserve que j'identifie, mais globalement, on a une superbe équipe, très intéressante à voir jouer. C'était l'occasion de revenir à la fois sur la tendance récente des Monégasques, mais aussi sur cette rencontre, bien sûr. Un match plaisant d'un point de vue, en tout cas, de la compréhension du jeu, de la compréhension de cette approche défensive. Finalement, un bloc qui résiste bien et qui n'est pas seulement sur l'idée de verrouiller avec 3 lignes ultra compactes, verrouiller la surface, mais qui a une vraie approche, une vraie science et une vraie compréhension de ce qu'il doit faire, de comment prendre Mbappé à 2 contre 1, de comment verrouiller l'intérieur du jeu, mais aussi avec un bloc, comme on l'a dit, très compact sur la largeur, qui a beaucoup d'efforts à faire pour se déplacer sur cette largeur en cas de renversement de jeu. Bref, tout ça c'était intéressant à voir. Ça souligne à quel point aussi le foot c'est un sport complet, et même les phases défensives, quand elles sont bien exécutées, bien renforcées, ça donne certes pas les matchs les plus spectaculaires, mais quand même intéressant à lire, à comprendre et à regarder tout simplement. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Peut-être la dernière chose que je dirais sur ce match, avant qu'on se quitte, c'est que j'ai quand même pas vraiment compris pourquoi Kylian Mbappé a pas été exclu. C'était quand même un petit moment d'incompréhension, ce geste. Je suis désolé, ça mérite largement un carton rouge. Peut-être que l'arbitre, en toute fin de rencontre, voulait s'épargner une forme de contentieux important, surtout avec un joueur aussi important. Mais j'ai trouvé que la couverture de cet événement, pas seulement du point de vue arbitral, mais aussi du point de vue médiatique, un seul faible ralenti, aucun commentaire fait à l'antenne. Mais pour moi, il y avait une petite injustice, à la fois dans la décision et dans le traitement relatif qui a été fait de cet incident. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'exagère là-dessus, mais dites-moi
Dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi surtout ce que vous pensez de Monaco. Pour vous, quels sont les éléments que je n'ai pas évoqués, supporters monégasques notamment, qu'est-ce que vous avez identifié qui vous semble particulièrement être des bons éléments pour expliquer le renversement de tendance monégasque, qu'est-ce que vous aimez chez Niko Kovac, qu'est-ce que vous identifiez comme limite potentielle. Dites-moi tout dans les commentaires, je le lirai avec attention, et voilà, j'essaierai de faire ressortir les meilleurs commentaires, dites-moi tout ça. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Et puis si ce maillot vous plaît, on porte pas souvent des maillots d'autres clubs français que ceux de mon Noël, mais si ce maillot vous plaît, et moi il me plaît beaucoup, vous pouvez le trouver, ou en tout cas de trouver des similaires sur le site que je vous mettrai en description, The Football Market, mon partenaire. Et voilà, j'espère que vous trouverez ce qui vous convient. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine qui démarre aussi, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.